Oh, salut tout le monde. Oh là là, ravi de vous retrouver. Il est 5h05 l'après-midi. Et voilà, il pleut à Ninove. Il pleut à Ninove. Bof. Peut-être à Bruxelles aussi. Hein. Voilà, on a beaucoup travaillé aujourd'hui. On a travaillé 1 heure de plus. C'était la folie. Bon, qu'est-ce qui se passe avec la Gluta? La Gluta, elle est au tribunal, c'est ça? La Gluta, qu'est-ce qui se passe? Les plaintes, maman. Les plaintes. Ah oui, hein? Bonjour, bonjour. Comment allez-vous, mes chéris? Vous allez bien? Vous allez bien? La petite la tête comme ça, vous me connaissez bien. Le partenaire est très rétréci. Passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. Il y a de plus en plus de voitures électriques. Si mon père va m'ouvrir, est-ce que mon père... Allez, voilà. Salut. Ça qui devait ouvrir pour moi, mais il n'a pas fait. Vous allez bien? C'est que le nickel là, franchement, c'est moi. Voilà, c'est parti. Et c'est parti pour le show. Salut fils Bantou, comment vas-tu fils Bantou? Tu vas bien fils Bantou? Est-ce que le fils Bantou va bien? Salut fils Bantou. La Gluta dit que quoi? Quelqu'un qui a porté plainte. Voilà. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti. Bon, je vais chez Sokocho. Ouais, c'est Sokocho qui... Ouais, la Gluta dit que quoi, ma? Question de sabotage de son business par ses détracteurs aura de lourdes conséquences. J'ai rendez-vous tout à l'heure à 14h au tribunal. Il y en a une deuxième qui avait pris les informations de mon entreprise. Elle a tout affiché sur sa page. Tout en me calomniant, en m'insultant, en me sabotant, en prenant des informations confidentielles de l'entreprise française et mettre ça sur sa page. Par effet de groupe. Vous faites des choses par effet de groupe, mais vous serez seul. Chaque personne sera seule à payer le prix justement de son ignominie. Voilà ma femme là. Non, vous elle est toutes toute là, seule. qui êtes sur Meta, en train de saboter les entreprises françaises. Sachez que chacune d'entre vous, à un moment donné, va répondre de ses actes. En silence. Et vous allez répondre de vos actes en silence. Par effet de groupe, il y en a une qui se prend pour une timbrée, qui a pris les informations il y a peut-être 1 an de ça,
pris les informations de l'entreprise française, mettre ça sur sa page. Des choses confidentielles. Parce qu'elle aurait travaillé dans une entreprise française, dans une entreprise bancaire française. Elle s'est permise d'aller récupérer des informations confidentielles, qui ne sont pas des informations publiques. Prendre des informations confidentielles de l'entreprise française Bluta Cosmétique et afficher ça sur sa page. Mais c'est pas, j'ai rendez-vous c'est pas en, cet après-midi. C'est pas en ligne. Et c'est un groupe de personnes. Parce que cette personne qui avait affiché les informations de l'entreprise française sur sa page, c'était pour supporter celle qui a déjà été condamnée. Ah, d'accord. C'était pour supporter celle qui a déjà été condamnée. Donc c'est l'étoile chrétienne. Donc je vais aller cet après-midi, comme j'ai été convoquée par le juge, en tant que victime. C'est un procès en correctionnel. En tant que victime, je vais aller cet après-midi démontrer comment cette bande, je te voyais pas ici avant, Léla. Cette bande de saboteurs, ça va? Cette bande de saboteurs arrive à aller fouiller les informations confidentielles des entreprises françaises, venir les mettre sur les réseaux sociaux. Mais confidentiel, parce qu'un effet de groupe leur donne de l'énergie, leur donne de la force pour aller justement mettre à mal les entreprises qui payent les charges ici en Europe. D'accord. Et dans cet entretien que je vais avoir cet après-midi, avec le juge, le nom de cette personne qui a déjà été condamnée est également dans ce dossier. Congo ça. C'est un groupe. Oh, okay? Voilà. Donc je vous ai dit, faites vos choses, cherchez des gens avec qui vous avez l'habitude de vous mesurer dans des insultes, dans le dénigrement, dans le sabotage. Moi, mon entreprise, tant qu'elle existe, vous sabotez mon entreprise, vous diffusez des informations confidentielles de mon entreprise, on va se retrouver au tribunal. Alors. Ok. Ah. Donc je vous ai dit que moi, quand ça commence, ce n'est jamais la fin. Ah, ok. Ce n'est jamais la fin. Et je fais tout cela en silence. Vous avez fait, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a peut-être 1 an et demi, quand vous étiez très fort sur moi, à saboter, à inventer, à aller chercher les informations confidentielles, eh bien, tout cela va être vu par le juge. Et c'est le juge qui a tout ce dossier qui va justement, le moment Adinabel, faire ça va? Respecter la loi par un certain nombre d'entre vous. D'accord? Donc, c'est pas très bien, Ngosa, c'est ça? C'était pour vous dire que celle qui commence là, quand les gens commencent à me dénigrer, là, il n'y a pas de souci. Mais ne vous inquiétez pas. J'ai le dos large. J'ai la tête sur les épaules. D'accord. Oui. Je réfléchis. Je suis une personne mature et intelligente. Alors, ok. Je suis une personne mature et intelligente. D'accord. Mature et intelligente. Aux personnes qui sont dans votre milieu. Mesurez-vous aux personnes qui font la même chose que vous. Oui. Je ne suis pas dans votre milieu. Je ne suis pas 1 million de bisous. Votre style de personne avec beaucoup de bisous comme ça. Mesurer. Attends, il te faudra toute une année pour me faire 1 million de bisous. Je tiens à rappeler que Chris Cross, j'ai mis une équipe de veille sur vos pages. Haya. La personne qui me calomnie, j'ai mis une équipe de veille sur vos pages. La personne qui me calomnie, je vous traîne au tribunal. J'ai dit à mes avocats que je travaille pour payer les avocats. Alors? J'ai même baissé mon salaire pour mettre de l'argent de côté pour payer les avocats. Alors? Parce que je sais que vous et moi, le combat va être long. En tout cas, c'est entre vous les bassards, non? Oh, oh. Go. Vous et moi, le combat va être long. Ah ouais? Bien long, hein? Mes amours, Mignon le beau, je ne parle pas des débrouillards. Ok? Je ne parle pas de débrouillards.
Je suis une professionnelle reconnue. D'accord? Il n'y a pas de débat. Je ne parle pas de débrouillard. Les gens qui se débrouillent, ce sont des débrouillards, vous voyez. L'équipe comme ça m'a mise là. Waouh, la gluta. Un vendeur à la sauvette qui est au marché central se débrouille pour pouvoir manger, pour pouvoir arrondir, faire 15 000 choses. Moi, je suis une professionnelle qui fait un seul travail. Et je vis avec, je paye les salariés avec. Je veux dire, je ne parle pas de débrouillards. Je ne parle pas des vendeurs à la sauvette. Je ne parle pas des gens qui ne peuvent pas aligner une seule phrase en français. Même pas en anglais. Donc, je ne parle pas des débrouillards. Je dis simplement ici, sur ma page professionnelle. Je dis ici sur ma page professionnelle. Celui qui veut entendre, l'entendre. Celui qui veut comprendre, comprenne. Que je ne suis pas les autres. Je dis ça, que je ne suis pas les autres. Les autres laissent, mais moi je ne laisserai pas. Je ne laisserai pas que quand quelqu'un commence justement la diffamation, il faut que la personne ait des preuves de ce qu'elle dit. Parce que moi, quand je vais tomber sur des personnes, ça fera comme la première qui a d'abord été condamnée une première fois. Et les secondes fois vont arriver. Après, il ne faudra pas pleurer. D'accord? D'accord. Aïe, la gouta. Donc, si quelqu'un t'insulte comme ça, la personne va aller. Je ne parle pas de vendeur à la sauvette. Je suis une professionnelle reconnue. Présente dans 21 pays. Produits vendus en pharmacie. Une entreprise reconnue même par la juridiction française. C'est pour cela qu'une entreprise, je vais aujourd'hui en tant que partie civile. Et parce que je suis la représentante légale de l'entreprise que je dirige. Parce que ce que je vais faire au tribunal cet après-midi, je vais, parce que je suis la gérante de l'entreprise française, je suis comme partie de l'entreprise française, Gluta Cosmétique, pour qui on a justement mis des informations confidentielles sur les réseaux sociaux. Vous avez affaire à une entreprise. Vous avez affaire à une entreprise et vous n'avez pas affaire à une personne physique. Mettez-moi des cœurs, des likes. Vous êtes comment même? C'est de la diffamation. Vous êtes là 18, mais même pas 18 likes. Ok. Si vous me diffamez, moi personnellement, vous allez me trouver sur votre chemin. De la même manière. Si vous sabotez mon entreprise, vous allez trouver l'entreprise française que je dirige sur votre chemin. Entreprise française, Et ce que je vais faire cet après-midi, ça concerne justement l'entreprise française, Gluta Cosmétique. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il y a des uns et il y a des autres. Il y a les uns et il y a les autres. Moi, je ne suis pas dans votre jeu. Jouez avec qui vous voulez. Mais vous n'allez pas jouer avec moi. Parce qu'à chaque fois que vous allez jouer, vous voulez jouer avec moi, vous allez me retrouver devant vous, juridiquement parlant. Je ne discute pas avec vous. Je ne suis pas à vous m'engueuler avec vous. Je ne suis pas là pour vous insulter. Si votre énergie, c'est pour mettre dans la négativité, moi, mon énergie et ma santé mentale, je la réserve pour les choses positives, pour les conférences, pour la vente de mes produits, pour l'accompagnement de mes revendeurs, pour mes actions sociales, c'est-à-dire les personnes albinos. Vous savez que c'est ma famille, et les albinos, c'est ma famille. D'accord? Elle est albinos aussi, ma. C'est ma famille. Ok? Le reste là, où vous êtes là à longueur de journée pour vendre un produit, dont vous ne savez même pas la composition, vous ne savez même pas ce que c'est qu'un principe actif, vous ne savez même pas ce que c'est que la composition d'une formulation, et vous osez à longueur de journée parler d'une personne qui est formée, professionnelle, reconnue juridiquement, socialement, bien installée depuis des années en France. C'est de moi, c'est sur moi que vous voulez mettre votre aigreur, c'est sur moi que vous voulez mettre vos rides, c'est sur moi que vous voulez mettre vos taches, c'est sur moi que vous voulez mettre vos cernes, c'est sur moi que vous voulez mettre votre visage néandertalien. Je vous assure. Et si vous me cherchez, vous allez me trouver. Toi aussi, tu es d'origine néandertalienne, non? Si vous me cherchez. Ah non, l'homme de Cro-Magnon. Si vous cherchez la Gluta, vous allez la trouver. Si vous me cherchez, vous allez me trouver. Où que vous soyez dans le monde. Et qui est, même en Belgique, maman.
Oh, Cocolo. Même en Amérique. Si vous me cherchez, vous allez me trouver, où que vous soyez dans le monde. Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un procès avec une entreprise américaine. Oui. Celle que tu J'ai avais. gagné ce procès. Ah bon? Cette entreprise est installée aux États-Unis. Oui. Tu les as dénigrés et puis? Nous avons saisi, mes avocats ont saisi la Food and Drugs Administration aux États-Unis. Dans le cadre de ce procès avec cette entreprise américaine. D'accord. Donc mes avocats sont en contact avec le Food and Drugs Administration aux États-Unis. Donc cherchez des personnes avec qui vous pouvez vous engueuler sur les réseaux sociaux. Moi je ne suis pas le genre de personne avec qui vous pouvez vous mesurer. Je vous préviens. Je vous préviens. Passez votre chemin. Passez votre chemin. Oh la Grita, moi, si vous me cherchez. En tout cas, elle a déjà eu 7000 d'autres fois, donc ça paye. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Ce matin. Ok. J'ai rendez-vous cet après-midi au tribunal. Là, je viens m'approvisionner parce que j'ai besoin de la bureautique. En fait, il me manque des papiers, d'impression, il me manque l'encre aussi. Il me manque plein de choses. Moi, c'est ce que je me suis venu chercher. Et également des cartons d'expédition parce que ouais, la paperasse, la spéciale Saint-Valentin sur TikTok Shop. Et je suis très occupée justement à cette campagne. Voilà. Alors, pour vous qui êtes ici sur Facebook, vous voyez bien que quand je suis en live, en bas de votre écran, vous avez nos produits. Vous pouvez également, dès à présent, enfin, à tout moment, vous cliquez sur le panier en bas de votre écran. Il y a une image d'un petit sac, là, vous cliquez dessus et vous pouvez acheter vos produits en cliquant sur le produit qui vous intéresse à partir d'ici. Ok? Madame Chapuis réagit aux accusations de Dorcas, qui affirme qu'elle aurait évité la confrontation au commissariat. Écoutons. Attends, je suis même dépassé, hein. Toi, te convoque, tu fuis, on t'arrête à l'aéroport. On te met en prison. Tu puges la bêche de doigts là. Avec les moustiques qui pèsent 150 kilos. Les moustiques qui pèsent 150 kilos. Avec la chaleur et les doigts là. Hein? C'est pas la voix de Loïc, hein? Donc, il ne faut pas ajouter le clash dans mon direct. Tu vois, non, il ne faut pas ajouter. Je suis toujours dans les répliques que j'ai fui la confrontation. Non, tu n'as fait aucune confrontation. Tu es une femme très occupée, voyons. Mais attends, que moi j'ai fui la confrontation. Toi, on t'a convoqué. Tu es allé à toi là. Tu me ramènes dans le billet d'avion du Togo. Mais c'est qui comme ça? Du Togo. Pendant qu'on t'attend, on t'attira. Tu dors 4 jours en cellule, même caleçon, même robe, même chose. On te ramène. Et pour toi, moi quand on doit me convoquer, une seule fois, Chapuis doit laisser ce qu'elle a à faire pour aller à la confrontation. Non, arrêtez un peu. J'ai le temps. C'est vu que tu es J'ai le temps. J'ai le temps. Je ne suis pas président. Non, je dirais et je ne champion vais pas maintenant. dévoiler quoi que ce soit ici. Une confrontation. Et si... Non, ne dévoile pas. Mais on devait la confronter seule, non? Elle est obligée de m'attendre. En fait, une plaignante fuit quoi? Ça, c'est l'illettrisme. Moi, j'ai dit que les illettrés ne doivent plus être à côté de moi. Franchement, les illettrés ne doivent plus. Donc, moi, j'ai fui. J'ai appris ça depuis ce matin. Puis ça me fait. Fuis quoi? Tu as fait quoi? Tu travailles, tu es au travail. Je n'étais même pas au travail. Ne me prête pas tes mots. Je respecte la République. Okay. Quand les gens ne sont pas au courant des choses, moi, je suis au courant de ce que eux, ils doivent faire. Mais elle n'est pas appelée à être au courant par rapport à ce que moi, je fais. Parce que c'est moi la plaignante. Hein? D'accord. C'est elle qui est pressée de faire vite pour qu'on la... C'est comment elle est libre? Elle veut du tout voir pourquoi. Non, elle a tellement envie de voir Madame Chapuis. J'ai dit qu'elle ne peut pas le clash dans le truc-ci. Laisse-moi faire mon live. Je veux Mais pas. tu parles comme ça. Laisse-moi faire mon live. Je n'étais pas occupé. Elle dit que j'étais occupé, ça veut dire que j'ai méprisé une convocation. Et je ne veux pas ça. Je suis une républicaine, je suis la belle de la République. Et je respecte la loi. Et puis c'est tout. La belle de la République. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe?
faut déjà lire les instructions du procureur. Est-ce qu'elle a alors accès aux instructions du procureur? Non. Le procureur a dit quoi, Macha? Je n'ai pas besoin du perroquet, même Macha. Et je n'ai pas besoin d'aide. Je suis la force que j'ai pour le combat, vous ne pouvez pas imaginer. Donc je n'ai pas besoin de ça. Le bien c'est que je suis les instructions du procureur. C'est tout. Je suis les instructions du procureur. Et quand on me dit même que moi j'ai fait, ça veut dire qu'elle était à la confrontation. Ouais, elle était. Elle était à la confrontation aujourd'hui. Dites-moi, si elle était à la confrontation pour l'attendre, vous n'avez pas, vous ne réfléchissez pas. Vous ne réfléchissez pas. Ça ne vous dit rien du tout. J'aime pas les personnes qui sont pas intelligentes. Bon. J'aime pas les personnes qui sont pas intelligentes. Confrontation, ça veut dire quoi? Confrontation, ça veut dire quoi? Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, j'ai ce foulard parce que j'ai deuil, on a enterré une belle nièce aujourd'hui. Je parle pas. Je parle pas. Je parle pas. Parce que j'ai abandonné. Ne parlez pas. J'ai abandonné tout. Vous avez déjà dit ça. C'est parce que ici au Cameroun, nous n'avons pas le bon revenu Internet. Parce qu'il faut me voir en face. Il faut me voir en face. Déjà, ça ne passe plus par ici. Et quand je vais finir avec ça, je vais vous montrer tout ce que, même tout ce qui est sur ma coiffure, là, c'est même les dios, là, les machins, non. C'est une collection. C'est une collection. Demain, je vais mettre la veste dans le même ton. Parce que moi, quand je fais beaucoup de ventes privées. Quand je fais les ventes privées, comme là maintenant, je suis en train de faire la vente privée de Bali, la marque suisse Bali, BA2LY. Il fait dans du cuir, les sacs, les chaussures. Les chaussures sont à 1000 €, et les sacs sont à 1800 €. Et qui est fait quoi, ma? Je suis dans. Bien, au commissariat. Les chaussures à 1000 €, ma. C'est pour aller où? Et qui est? Au commissariat. Ben, autant mieux tu envoies ça. Non. Là, ça passe pas comme ça. En Afrique, Moi, j'étais les gens pas là, ont c'est mon avocat qui est allé pour mettre les pendules à l'heure. Si elle est allée pour la confrontation, ça veut dire que cette femme est dans la merde. Je ne fuis pas la confrontation. On va confronter quoi? Si elle est allée à la confrontation aujourd'hui, c'est que c'est extrêmement grave. Ah ouais? C'est que c'est extrêmement grave. Mais c'est pas ce qu'elle nous dit. Hein. Elle nous dit qu'on a clos l'affaire, maman. Elle dit qu'on a clôturé l'affaire. Tata, c'est grave. Elle dit que c'est fini. Elle t'a écrasé le problème. Maman. Ça finit comme ça. Est-ce qu'elle a accès aux instructions du procureur? On pourrait avoir ta robe là, finir la matin. Ça, c'est les ventes privées de l'année dernière. C'est pas la voix de Loïc, ça. C'est ventes privées de l'année dernière. Il faut aller. Loïc ne parle pas comme ça. Il faut d'abord, pour être inscrit sur les ventes privées, il faut d'abord acheter un magasin. Hein. Comme ça, on vous enregistre dans le fichier et tout. Laisse mon téléphone. On vous enregistre dans le fichier et comme ça, quand vous atteignez un certain montant, vous avez droit aux invitations en vente privée. Vous comprenez? Et c'est toujours très bien d'acheter en vente privée. C'est très très bien. Comme chez Gucci, moi j'achète beaucoup chez Gucci. Beaucoup le nom. En vente privée. Est-ce que vous savez que tout ça, ce sont des noms? Que ce soit Gucci, vos conneries là. Pendant des années, ces marques-là sont faites de la thune sur nos dos. Ici en Europe, en Afrique, dans le monde entier. Au détriment des personnes qui fabriquent, au détriment des travailleurs, au détriment des producteurs même de ces affaires-là. Donc juste le nom Gucci. Et il vous assure qu'en Chine, il y a des sacs, c'est-à-dire le même fournisseur de Gucci. C'est même pas une réplique. Parce que quand on parle de réplique, c'est un peu comme si Gucci fabriquait ses sacs en Europe et on faisait la réplique en Chine. Non, c'est pas la réplique, c'est le même fournisseur qui fabrique.
Ah oui, c'est un peu compliqué là devant, le feu clignote, il faut sceller le passage et faire attention aussi. Donc je suis en train de dire qu'en fait, toutes ces affaires là, tous ces sacs de marque là, Gucci, machin, Céline, tout ça, ça vient de Chine. Même les Nike, tout ce qu'on porte, ça vient de Chine. Voilà, donc Internet alors a... Bon, vous savez, les Chinois ont développé Alibaba pour tuer, pour faire du mal aux Européens. Vous voyez? Donc les Chinois ont tué les ventes en magasins physiques. Donc les magasins physiques sont en train de fermer. Voilà, tous sont en train de fermer. Tous. Et c'est grave en France. Bon, depuis le Covid, hein, vous savez que le Covid, il y a des centres commerciaux en France qui bougeaient, allez, dans Paris même, qui est à l'abandon. Parce qu'il n'y a plus personne dans ces centres commerciaux-là. C'est que les gens venaient là-bas autrefois acheter, ils n'ont plus besoin de venir là-bas. Ils achètent désormais sur Internet. Mais qui part encore acheter des vêtements au marché? Bon, les vêtements que j'achète au marché, c'est vraiment pour tuer le temps. C'est vraiment pour m'amuser en fait. Mais sinon, je sais bien que voilà, si je me connais sur Temu, je remplis mon panier. Hein. Et en quelques jours, c'est à la maison. Donc c'est aller. Donc arrêtez de dépenser des sommes astronomiques pour des sacs. Parce qu'un sac que vous vendez à 30 000, machin, tout ça, que vous achetez à 30 000, c'est des sacs, c'est le nom. Franchement, c'est le nom. Et les mêmes sacs, vous allez les trouver en Chine. Voilà. Vous allez trouver les mêmes sacs en Chine. Et apparemment, en Chine, on peut même mettre ton logo dessus. Ça veut dire que tu achètes tes sacs, la même chose que Gucci. Mais au lieu de Gucci, on met Bertrand Chic Saumon, par exemple. Voilà. Voilà, tu as ta marque. Mais sauf que les gens ne vont pas aimer parce que oui, c'est pas Gucci. Wow. Hey, Seigneur. Mais ça va disparaître tout ça. Les Chinois sont en train de tout gâter. Les Chinois sont en train de... Voilà, Alibaba, apparemment, c'est comme si le fondateur d'Alibaba avait disparu. Bon, il est même... allez, on dit même qu'il est mort. Vous savez qu'en Chine, les Chinois... Le directeur de Alibaba, comme c'était un milliardaire en dollars, il a eu la grosse gueule. Donc quand il parlait sur les réseaux, il parlait de la Chine comme s'il était mandaté par le gouvernement du chinois pour... allez, comme s'il était mandaté comme porte-parole. Et apparemment, Pékin n'a pas apprécié. Et quand Pékin a créé des sanctions, il a boudé. Il a dit que si Pékin continue comme ça, ils vont râler. On a dit, ah, tu vas faire quoi? Râler? Et du jour au lendemain, il a disparu. On ne sait pas où il est. Oui, mais c'est celui qu'on l'a killé. Et parce qu'en Chine, aïe, merde. Mais est-ce que vous savez que les Chinois, même pour venir, des Chinois qui habitent par exemple à Changchun ou encore dans le nord ou dans l'est, pour venir par exemple à Pékin, dans l'ouest, pardon, pour venir à Pékin dans l'est, il faut une carte de séjour. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'en Chine, 1,5 milliard de la population est regroupée à l'est. Donc, il y a 1 milliard de personnes sur une petite zone comme ça. Et à l'est, il y a 70 millions de personnes. Oui. Donc, vous comprenez bien qu'en Chine, on ne circule pas comme on veut. Si tu es né dans une province, tu vas vivre là-bas. Et si tu veux aller dans une autre province, tu auras besoin de cartes de séjour. Et les cartes de séjour, c'est pas facile. Hein? C'est pas comme, oui, tu es chinoise, tu es né dans une province, par exemple, dans le Mandchourie, par exemple. Si tu es né dans le Mandchourie et que tu veux, par exemple, t'installer à Pékin, il te faudra la carte de séjour. Voilà. Et si jamais tu n'as pas de carte de séjour, tu vas vivre sans papier. Bon, on a vu des Chinois qui ne sont pas reconnus, des Chinois qui n'existent pas, parce que ils ne veulent pas vivre dans leur région, ils ne veulent pas vivre, ils veulent vivre tous à Pékin, et ils n'ont pas de carte de séjour, donc du coup ils sont à Pékin, tout ce qu'ils font c'est illégalement, donc ils sont là sans être là, franchement, bref, bon c'était une parenthèse, hein.
Donc les sacs là, ce sont des conneries. Les sacs à 1000 euros, 1200 euros. Je vous assure que si vous êtes intelligent, en 2026, on ne peut plus acheter un sac à ce prix-là. Hein? Et les seuls sacs même qui peuvent aller, qu'on peut acheter aussi cher, ce sont les Louis Vuitton, la maroquinerie, parce que ces sacs Louis Vuitton, ce sont les Sénégalais qui les fabriquent. Hein? Vous voyez les punaises là, allez, la façon dont c'est soudé là, ils soudent avec des punaises. Hein? Donc, c'est les Sénégalais, c'est à la main. Donc, Louis Vuitton, il y a une bonne partie des sacs Louis Vuitton produits en France. Hein? Donc, ça, comme c'est à la main, d'ailleurs, c'est pourquoi c'est pas facile d'avoir un sac Louis Vuitton. Il faut attendre. J'ai même vu les gens prendre l'avion, maman, pour aller acheter le sac à Londres. Que j'étais à l'avenue Louise, on m'a dit que non, je dois attendre 1 an. La vendeuse m'a conseillé d'aller plutôt à Londres. Et si je commande à Londres, par exemple, j'attendrai 1 semaine ou 2 semaines. Voilà, mais ça c'est la folie. Faut pas oublier qu'on vient d'Afrique, hein, qu'on vient d'un continent trop pauvre. Pas faire des choses qu'on peut pas faire. Pas parce qu'on ne peut pas, mais parce ça serait trop mal vu. Vous voyez un peu. Bah oui, ça serait trop mal vu. Oui, parce que je vois les blacks qui achètent des Weston. Ces chaussures-là, c'est pour aller où? Et quand vous regardez, même eux, ils ne travaillent pas. Ils n'ont, allez, c'est leurs économies. Parfois, c'est des hommes politiques des pays d'Afrique. Et donc, oui, tu achètes ta Weston à 3000 € la pièce, par exemple. Est-ce que ça a un sens? Même si tu es dirigeant africain. Même si tu es dirigeant africain, ça n'a pas un sens. Un pays où le PIB est tellement bas. Et toi, le dirigeant, tu vas porter des chaussures à 3000 €, à 2 millions. Donc, vous voyez bien que ça n'a pas de sens. C'est pourquoi moi, les gens, allez, une personne intelligente n'a pas besoin d'être bien sapée pour ressortir son intelligence. Même une personne, même si elle n'est pas bien sapée, dès lors qu'elle a porté un jean, un t-shirt, une paire de baskets et dégaine son intelligence, on voit que du feu. On veut plus ça. Donc du coup, tout ce qu'elle a porté va être considéré comme la marque. On est d'accord? Parce que c'est bizarre, je n'ai jamais eu d'engouement pour des marques. Ou c'est parce que moi j'ai grandi dans ces marques-là, ou je ne sais pas. Oui, parce qu'il faut quand même dire que mon père adoptif, lui, il faisait la ligne de l'Italie et de la France. Donc quand j'étais ado, j'avais une collection Pierre Cardin pas possible. Et j'ai 51 ans et je pense encore à cette collection Pierre Cardin là. Il fallait voir comment mes professeurs assaquaient, regarder mes chaussures. Vous voyez les ballerines des hommes là, les Pierre Cardin, Xavier Dano, les chaussures Charles Jourdan, les anciennes, les marques d'avant là. Bon, c'est vrai que ces marques là n'existent plus, hein. La marque Charles Jourdan, Pierre Cardin en chemise. J'avais une collection. Et quand c'était pas les Pierre Cardin, c'était les Benetton, les t-shirts Benetton. Et un t-shirt Benetton, 10 000, 15 000. Hein. Ah oui, c'est vrai que peut-être c'est pour ça que c'est vrai, j'avoue que je ne suis pas du tout intéressé par les marques. Oui, parce que d'un côté aussi, mes professeurs me détestaient quand j'étais au collège, en 6e. C'est qu'ils ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'un petit garçon comme moi portait... oui, c'est comme ça. Quand vous avez un papa commerçant, vous avez accès à tout. Et je portais des chaussures qu'on ne voyait même pas au Cameroun. Il fallait voir mes professeurs, quand ils expliquent les cours, ils passent au couloir, ils quêtent mes pieds comme ça. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'époque même, je ne comprenais pas trop. Hein. Et le parfum Tel Apidus. Donc non seulement tu sens bon, hein, en 6e, tu as ton Tel Apidus, tu sens le Tel Apidus. Ben, tout le monde connaissait le Tel Apidus. On sait que ce n'est pas un parfum donné, même si ça a perdu de sa valeur. Là, il faut que j'en achète encore pour revivre cette senteur de mon adolescence. Le Tel Apidus. Hein, et plus tard, le Kouros. Vous voyez, tous les parfums de Bobo. Vous voyez? Oui, parce qu'il faut quand même rappeler qu'un flacon de Kouros coûtait quand même 40 000. Hein? 40 000, le flacon. Voilà. Et oui, j'ai porté trop de marques quand j'étais ado. Donc là, depuis que j'ai eu mon indépendance, oui, quand j'ai commencé à acheter mes vêtements, je ne voulais plus quelque chose de marque.
quand j'ai eu mon indépendance, parce qu'en fait, quand je vivais à la maison, il y avait des choses que je ne pouvais pas porter. Il y avait des vêtements que je ne pouvais pas porter. Hein. Vous savez que c'est mon père adoptif qui faisait la valise. Donc à chaque voyage, il te ramène une valise et voilà. C'est comme ça. Même ce qu'il a choisi, même si tu n'aimes pas, tu vas porter. Ouais, c'était trop, il était trop autoritaire. Même ce que tu n'aimes pas, tu portes. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et jamais on marchait, on portait jamais de sandales à la maison. C'est pourquoi même jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous me verrez jamais chez moi. En fait, rarement en sandales. Rarement. Oui, parce que même quand je suis à la maison, je suis toujours chaussé. Vous voyez un peu, parce que c'est une habitude. Oui, parce que même mes cousines, là, ma cousine avec qui j'ai vécu, j'ai grandi, hein, elles sont plus jeunes que moi. Bon, il, hein, parce que, voilà. Même jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand elles sont chez elles, on a l'impression qu'elles sortent. Alors qu'elles sont là, elles sont à la maison. C'est une habitude, en fait. Oui, les marques, non. Les marques, non. Si les marques pouvaient rendre quelqu'un immortel, je serais immortel à cause des marques. Oui, à l'époque, je ne savais même pas ce que c'était. Tu portais seulement. C'est au fur et à mesure que je comprenais que oui, c'était des trucs chers. Parce que quand même, pour ceux qui ont mon âge, à une époque, il y avait des chemises Pierre Cardin. Avec des feuilles d'avocat comme ça. Ces chemises à cartonner dans les années 90. Hein? Voilà. Et quand je repense à ça, à cette époque-là, normalement, on ne devait pas m'offrir des choses comme ça à cet âge-là. Voilà. Mais quand vous avez un oncle, un père commerçant, hein, vous vous servez. Donc je me servais, effectivement. Vous parlez de quoi? On parle de quoi là même? Et c'est sans compter les films. Donc il n'y avait pas que les vêtements. Donc il prenait en charge. Il prenait soin de tout ce qu'on avait besoin. C'est-à-dire, nos choses venaient de France. Les gâteaux, même les pommes qu'on mange. Et, mon Dieu, parfois je me dis, mon oncle, mon père là faisait comment même? Est-ce qu'on importe des pommes, maman? Est-ce qu'on achète des pommes pour venir en Europe avec? Pour voyager avec? Donc lui, il ramenait des paquets de pommes golden. Voilà, vous voyez, rien que ça. J'aime pas les gens égoïstes comme ça. Oui, oui. Et quand j'ai eu mon indépendance, en fait, quand je dis indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 18 ans. Et quand j'ai eu 18 ans, je suis parti de la maison parce que je croyais que j'étais majeur. Mais en fait, la majorité au Cameroun, c'est à l'âge de 21 ans. Voilà. Mais à 18 ans, quand j'ai commencé à acheter mes vêtements, je portais des Stroy, c'est-à-dire tout ce qui était un peu, voilà, dans les trucs trop chic là. C'était, je ne voulais plus. Donc, à 18 ans, j'avais un jean déchiré, j'aimais bien ça. Vous voyez, les tennis, vous voyez, vos tennis ne sont pas lavés, mais le corps est lavé. Vous voyez, le genre où, pas briller, je voulais plus briller comme quand j'étais jeune. Donc c'était pour moi une façon d'affirmer que je suis adulte. Donc un adulte doit être un peu, voilà. Et parce que, bref, je disais que mon père adoptif, il prenait soin de tout. Quand il venait en Europe, avant de revenir, il s'assurait qu'on a ce qu'il faut. Hein? Donc il préparait même notre culture. Ça veut dire que des films, dès que ça sortait en France, il ramenait au Cameroun. Même la musique. Voilà. On avait une 50aine de cassettes vidéo. Des films même que les tangas d'ici n'ont pas connus. Travaux. Oui, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Hein? Merde. L'argent est sucré quand tu es jeune. Quand tu vis dans une famille et que vous avez les moyens, tu ne te rends pas compte de la misère. En fait, moi j'ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans sans galérer. Et même quand j'ai galéré, c'est parce que je voulais. Parce que quand j'ai eu 18 ans, j'étais bleu. J'étais au Cameroun, mais j'avais l'impression que j'avais grandi enfermé dans une barrière. Voilà, bon, il faut bien rappeler que je quitte chez ma mère, je pars de chez ma mère à l'âge de 12 ans ou 11 ans pour aller vivre chez mon oncle. Et de cet âge-là jusqu'à 18 ans, 19 ans, c'est comme si je ne vivais pas au Cameroun. Même ma petite soeur avait plus de liberté que moi. Ma petite soeur, quand on sortait pour aller à des fêtes de famille, nous on devait tous rentrer. Hein. À 20 h, on devait tous rentrer.
à la maison. Oui, et ma soeur, mes frères, eux, ils restent, ils font une joka. Ils étaient libres là-bas, chez ma mère. Mais nous, c'était, oui, c'était une prison, mais dorée quand même, hein, parce que, une prison dorée. Non, je ne peux pas me plaindre. C'est pourquoi moi, ouais, le frère, c'est le petit frère de ma mère, en fait, ce père adoptif-là. C'est le petit frère de ma mère. Je ne peux pas me plaindre. Il a assumé. D'accord? Mais bref, et son fils, hein, son fils est directeur adjoint de Nestlé. Hein. Ah oui, oui. Je vais vous parler de ma nourrice Bafan, là. Ma nourrice qui est Bafan, là. Je vais vous parler, allez. Son fils est directeur. Bon, il vient ici en Europe comme pour travailler. Hein. Il est adjoint à l'américain. Si c'est encore l'américain. Et il est aussi, il travaille aussi au Gabon. Ça veut dire qu'il est responsable de la sous-région Nestlé. Donc, bref, le gars est cultivé depuis le berceau. Ah oui, oui, à 4 ans déjà, il s'est comporté comme un petit Français. Donc, le fait qu'il soit là où il est, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Bref, les marques, si vous avez compris mon problème avec les marques, ouais, pourquoi moi je suis non-marque. Et ça me fascine pas ces choses-là. Et que c'est quoi? Ce n'est que c'est un tissu. La seule chose qui m'a toujours fasciné, c'est l'or. D'accord? Et je me souviens quand j'étais adolescent, j'avais ma chaîne en or, grain de café, un cadeau que mon père adoptif m'avait offert. Merde, c'était comme ça. Il avait sa part aussi. Ma nourrice avait sa part. Bref, on avait tous nos chaînes, même les enfants. Mais sauf que pour les enfants, ils étaient plus petits. Mais la mienne était comme ça. Mais si je vous dis à combien j'ai vendu cette chaîne-là, quand j'ai déménagé de la maison, quand j'ai essayé de vivre, allez, parce que je voulais mon indépendance, où je voulais sortir de cette prison dorée. Donc, j'attendais 18 ans pour partir. Et dès que j'ai eu 18 ans, paf, je suis parti. Et la chaîne-là, j'ai vendu cette chaîne-là à un prix dérisoire. Peut-être à 45 000, un truc comme ça. Pourtant, c'était une chaîne, c'était plus de 10 grammes d'or. Alors, quand je suis arrivé, bon, pour ceux qui savent, hein, là-bas, près de China Optique, hein, il y a un peu à quoi là. C'était mon fief. Et parce que quand j'ai vécu plus là-bas, quand j'étais adolescent, quand je suis parti de la maison. Donc, la zone sable, la Bonamousse a dit, je ne voulais plus entendre parler. J'étais plus à Bonadibon, Bali. Donc, j'ai vécu là-bas jusqu'à partir du Cameroun. Et aussi, je voulais aussi vivre des choses, des sensations au Cameroun. Bon, et je me trouvais trop bleu, trop juste. Donc, j'ai donc décidé d'aller à Nouvelle et je me suis fait des amis à Nouvelle. Et j'ai commencé à aller à Nouvelle. Et les premiers mois, je rigolais tellement. Oh putain, j'étais tellement fasciné d'écouter les femmes bandites raconter leurs histoires. Ça me fascinait. Oui, j'avais jamais vu ces choses-là. Ça m'étonnait en fait. Oui, c'est vrai, quand vous êtes jeune, tout vous étonne. Et c'est vrai que quand les Benguis arrivaient au Cameroun, quand je leur disais que je vis au Cameroun, ils ne pensaient pas. Hein. Pour eux, non. Oui, parce que on vivait bien. Ah, ça, on vivait bien. Quand il y a les dos au Cameroun, ah oui, oui, quand il y a les dos, la vie est agréable. Bon, et après, tu t'habitues aussi. Hein. On vivait très, très bien. Donc, c'est pourquoi vous voyez, vous me verrez jamais avec des choses de marque. Parce que les marques, pour moi, c'est pour je sais pas moi, le m'as-tu vu? Même les conneries, voilà. Pour ceux qui ont connu Benetton, ça, pour ceux qui ont porté Benetton, imaginez un peu votre garde-robe. Même si vous avez 20 t-shirts Benetton, c'est 200 colos, parfois plus. Et même Benetton, c'était rien, parce que Benetton, c'est à doigt là. Bon, c'est vrai, quand mon père adoptif rentrait d'Italie, il ramenait beaucoup de Benetton, mais sinon, souvent, c'est à quoi qu'on prenait ça. Hein? Alors, qu'est-ce que je mets cette marque? Oh putain, c'était ma mort. Ça, Benetton.
Ah oui. Et à New Bell, alors, j'ai passé des très très bons moments. J'ai découvert le Cameroun. Parce qu'en fait, je voulais me préparer pour l'aventure. Parce que j'étais trop bleu. Vous voyez? Donc, j'ai beaucoup. Mais j'ai vécu comme ça 6 mois seulement. Hein. En fait, je ne vivais pas à New Bell. Je vivais à Bonapriso, Hôtel des Lacs. Et vous voyez, c'est pas très loin. Hein. C'est juste, vous prenez l'avenue de Gaulle. Non, c'est boulevard John Joe, c'est ça. Hein, tout droit. Vous êtes à la chaîne New Bell. Hein. Donc, ce que je faisais, c'était bon, le soir, souvent, j'allais à New Bell, à chaîne New Bell, manger du poisson et voilà. Et écouter le Japap. Aïe! Des ma femme là. Parce que, en fait, les filles comme ma femme là sont de là-bas. Hein. Les premières femmes bandites. Ouais. Et une fois, et quand j'ai donc vécu à New Bell, quand je me suis frotté à New Bell, 6 mois après, je suis parti. Donc j'ai commencé à fricoter avec New Bell peut-être en juin 96. Voilà. En juin 96, je commence à fricoter avec New Bell. Et en novembre, je quitte le Cameroun. Et comme je dis bien, pour aller m'installer à Abidjan. Ce n'était pas pour aller en Europe. Hein. C'était pour aller m'installer à Abidjan. Parce que j'avais tellement envie de vivre en Côte d'Ivoire. Oui. Et j'ai réalisé mon rêve. Ah oui. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, tous les copains avec qui on traînait à quoi? À cette époque-là. Ils m'ont tous rejoint. Tous. Oui, parce que les gens se sont dit, ah, si Kamgaya à Abidjan, pourquoi pas nous aussi? Si Kamgaya à Abidjan, pourquoi pas nous aussi? Voilà, mais Abidjan, c'est une ville. Oh putain. Si bien s'il fallait recommencer 50 ans, 30 ans après, je le ferais. Hein. Ah oui, parce que vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait quand vous découvrez un pays qui dépasse le vôtre. Et que longtemps, vous avez pensé que vous étiez les meilleurs. Non. Quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, il dit, mon Dieu, nous, c'est pour gueuler, nous, on est fort. La gueule. Aïe. Mais les Ivoiriens, non. Mais en tout cas, c'est très à la mode. Et ça a été toujours comme ça, hein, parce que je vois les gens parler de la Côte d'Ivoire maintenant, c'est votre génération, toute la génération des Camerounais. Oui, c'est un peu comme Paris, hein, les Belges, les Hollandais, quand ils sont jeunes, ils vont toujours un peu à Paris visiter. Oui, c'est exactement la même chose. Donc, Abidjan peut être un peu considéré comme Paris dans la sous-région, ici en Europe. Vous voyez un peu. Donc, c'est la ville. Allez, il faut aller aussi vivre. Allez. Mais bon. Et ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. S'il te plaît, dégage d'ici, s'il te plaît. Mais tu veux combien de vues? Hein? Ce sont mes followers qui sont là. Voilà mes vrais followers. Hein? Je suis content d'être en comité restreint. D'accord? Ce sont les gens qui m'aiment, qui adorent m'écouter. Ils ne sont pas là pour entendre ce que je vais dire et m'envoyer les têtes des morts. Non, ils sont là pour vraiment m'écouter et comprendre mes histoires. D'autant plus que je parle très peu de moi. Je parle très peu de moi. Donc quand j'arrive à Abidjan, ah là là. Mais sauf que je pensais avoir fini. Je pensais que je devais me plaire à Abidjan. Mais malheureusement, au bout de quelques mois, je me plaisais plus. Et il faut quand même dire que j'ai galéré pendant 3 mois à Abidjan. Je ne mangeais pas grand-chose. Parce que pour manger les plats ivoiriens, il faut vraiment bien se préparer. Il faut préparer vos papilles. Parce que c'est des goûts, des saveurs que vous n'avez jamais ressentis via vos papilles. Mais quand vos papilles acceptent ça, ça devient une drogue. Oui, parce que moi, j'ai vécu à Abidjan 3 ans. Mais sauf qu'à cette époque-là, je vivais... Bon, j'étais hébergé par une pute. Vous savez, les putes ne préparent pas. Donc avec cette pute-là, c'est tout le temps le garba, le hacheké, voilà. Donc cette pute-là ne me proposait rien. Mais j'ai fait la connaissance d'une fille baoulée qui habitait à Yopougon. Donc j'ai donc quitté le centre-ville chez les putes parce que les putes habitaient à 2 plateaux gobelets. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, 2 plateaux gobelets, c'est 2 plateaux, mais sauf que c'est une partie des 2 plateaux. La route des Engrais. Bon oui,
C'est ce qu'on disait pour aller là-bas, la route de engrais pour donner plus de précision au chauffeur. Donc j'ai quitté 2 plateaux gobelets pour aller vivre avec cette baolée là, en famille. Voilà, donc c'est là-bas que je me suis vraiment familiarisé au plat ivoirien. J'ai osé goûter mon premier foutou. Oui, parce que le foutou, quand je voyais les femmes piler ça à 2 plateaux gobelets, ça me dégoûtait. Vous voyez? Et le garba là, vous voyez le poisson, le hatcheké, Jean là. Oui, c'est vrai que le garba, c'est le hatcheké en vrac. Vous voyez? Le garba, c'est le hatcheké en vrac. Et Seigneur, écoutez un peu ce qu'on met dedans. En fait, c'est du hatcheké en vrac, servi avec un maquereau grillé. Et le jus qu'on met dedans, c'est l'huile noire du maquereau, l'huile de friture. Vous savez, quand on grille le maquereau, ça noircit l'huile. Donc, quand vous achetez votre garba, on vous donne votre morceau de garba, votre morceau de poisson, et on met un peu d'huile noire comme ça. Quand je vois ça, Donc, j'ai fait 3 mois à 2 plateaux gobelets sans jamais manger. Donc, je ne me nourrissais que du lait caillé, omelette, spaghetti, omelette, oui, des choses comme ça. Et quand j'arrive donc à 2 plateaux, à Yopougon, dans cette famille baolé, et je commence à manger le foutou. Oui, parce que déjà la famille, on prépare, on pile, tu ne vois pas les micmacs, tout ça, et on sert à table. Et les premières semaines, c'était pas trop ça. Mais quand j'ai commencé à aimer, maman le foutou là, merde. Quand j'ai commencé à aimer, je me suis retrouvé en train d'aller manger le foutou au restaurant. Ah oui, j'allais manger le foutou au restaurant. Parce que c'est trop bon. Hein? Voilà. Et après ça, il y a eu d'autres sauces. Bon, il y a la sauce aubergine par exemple. Vous savez que nous, le jakatou, imaginez un peu le jakatou au Cameroun. Est-ce qu'on mange le jakatou? Nous, le jakatou, on sait qu'on vend ça dans un plateau comme ça. Les gens vendent, on dit jakatou, jakatou, jakatou. Ouais. Ouais, ceux qui veulent manger, ceux qui veulent ressentir un peu de l'amertume, achètent. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une sauce aubergine, maman. Aïe. Quand tu n'es pas habitué, tu as l'impression que c'est trop amer. Mais quand tes papilles prennent goût, merde, ça devient... Oui, il y a trop de choses que j'ai appréciées. Par exemple, le poulet Kedjenou, par exemple. Pour le poulet Kedjenou, au début, ce qui me fascinait, c'était la façon de préparer. Oui, parce qu'on le prépare dans un Kedjenou. Donc, oui, c'est pas mal, c'est bon, le poulet Kedjenou. Et sauf que le poisson braisé des Ivoiriens, c'est pas comme le nôtre. Hein. Le poisson braisé en Côte d'Ivoire, certes, allez, moi je préfère le poisson braisé en Côte d'Ivoire. Oui, parce qu'on te sert un bon plat de poisson et beaucoup de légumes. Vous voyez? Donc tu as ton poisson et beaucoup de légumes. Et un peu d'atchéké. Bon, il n'y a pas de carottes de manioc là-bas. Voilà, donc, vous voyez un peu... non, c'est dans cette famille, c'est chez cette famille que j'ai commencé vraiment à apprécier les plats ivoiriens. J'ai découvert la sauce aubergine, la sauce graine. Bon, la sauce claire, ça va. La sauce claire, elle est simple à consommer, elle n'est pas difficile, elle est bonne. J'ai découvert la sauce niang niang. Oui, vous savez, la sauce niang niang. Ah oui, les plats ivoiriens. Mais après avoir bien mangé, il faut toujours se purger. Parce que les Ivoiriens se purgent automatiquement. Pour moto, il faut se purger. La douche américaine. Donc, quand vous entrez dans les toilettes en Côte d'Ivoire, il y a toujours une poire ou encore des outils pour s'administrer une douche américaine. Non, j'aime la sauce graine et pied. Parce qu'au début, parce que ça m'énervait, parce que c'était chez les putes. Et c'est au restaurant que je voyais les femmes baolé préparer, les femmes ivoiriennes préparer. Donc ça me dégoûtait. Et je viens d'arriver du Cameroun. Quand tu viens d'arriver du Cameroun, tu ne peux rien manger en Côte d'Ivoire. Hein. Le jour que tu arrives, tu ne peux rien manger.
Rien. Rien. Et puis, ce qui m'a vraiment plu sur la sauce graine, c'est la façon de préparer. Non, c'est une sauce noble. Ça prend tout son temps. Non, il faut avoir le temps. Hein. Donc, si tu n'as pas le temps, ne fais pas la sauce graine. Oui, parce que dans cette famille, commençait la préparation, ils pilaient des noix et après, on tamisait et on laissait cuire. C'est un processus. Il faut la patience. Mais le résultat, non, la sauce graine. Mais au début, c'était pas facile. Et j'ai vécu encore, j'ai pas vécu longtemps à Abidjan, j'ai vécu à Abidjan 10 mois. Et parce que ce qui s'est passé, c'est que je travaillais dans une pâtisserie à Abidjan, chez Michel Etna, à Cocody. Bon, c'est un chocolatier. Hein. Donc quand j'arrive du Cameroun, je vais me présenter là-bas. Bonjour, je suis camerounais, je cherche du boulot, je suis pâtissier. Bon, à l'époque, j'étais un pâtissier pas très compétent. Parce que je venais de sortir de Chococho. J'avais travaillé à Chococho, mais voilà. Et la dame m'a dit, ok, on verra. Elle m'a donc embauché. Donc en fait, et à la fin de l'année, en novembre, elle est partie en France. Et mon contrat s'achevait. Son fils m'a dit, écoute maman, ma maman est partie en France et puis c'est elle qui renouvelle le contrat. Et j'ai très mal pris ça. J'ai pas voulu attendre. Et je me suis dit, ok, bon, de toute façon, elle rentre dans un mois. Je pouvais aussi attendre dans un mois, mais j'avais toujours l'esprit de voyage. Elle est wanderless, l'esprit du voyage, comme on dit. Wanderless. Donc du coup, je me suis dit, voilà, j'ai vécu 2 semaines et puis j'ai pris la route, direction. Voilà. Bon, Nouakchott parce que ça s'est pas fait comme ça. En fait, j'ai fait la connaissance d'un bonhomme qui vivait en Mauritanie, qui travaillait dans un hôtel en Mauritanie et qui était venu en Côte d'Ivoire passer des vacances. Voilà. Il m'a dit, écoute, tu es pâtissier, moi je suis pâtissier aussi à Nouakchott dans un hôtel qui s'appelle Hôtel Alima. Si tu veux, tu viens, tu postules, ils vont t'embaucher. Parce que les pâtissiers sont rares à Nouakchott. C'est ce qu'il me dit. Bon, j'ai un peu cogité et après, j'ai dit pourquoi pas. Mais c'est vrai, quand je prends la route pour aller, je ne pensais même pas travailler là-bas. Je suis en train de tracer mon chemin. En fait, je vais à Alger. Bon, sauf qu'après, je me dis, je prends le mauvais chemin. Donc, partant de l'Abidjan, pour aller à Alger, on ne passe pas par Nouakchott. Sauf que moi, je suis passé par Nouakchott. Donc, du coup, c'était trop compliqué. Donc, quand j'arrive à Nouakchott, on me dit qu'il y a des Camerounais ici. Il y avait un Camerounais pharmacien à Nouakchott. Voilà. Et un Bafan, d'ailleurs, pharmacien. Et quand j'arrive, je lui dis, ah, on nous a dit que pour aller en Algérie, c'est par ici, on cherche la route pour aller en Algérie. Il s'est mis à rigoler. Il a dit, mon petit, tu es pas sur le chemin. Tu dois ressortir de la Mauritanie. Merde. Quoi? Déjà que pour rentrer en Mauritanie, mais comme on n'est pas mort là. Donc l'idée même de retourner, je ne veux même pas imaginer que je dois encore faire demi-tour pour ressortir et prendre d'autres directions. Donc, j'ai dit, ok, je fais une pause. Parce qu'on avait voyagé deux jours dans le désert. Un désert, putain, la chaleur de ce désert-là pouvait cuire un œuf. Et quand je demande si on peut, s'il y a le chemin par ici, il rigole, il me dit non. Il me dit, mon petit, va chercher ton boulot. Et j'ai dit, tiens, j'ai pensé à Mamadou. Mais comme là, il n'y a pas de téléphone, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il y avait des petits repères. Je savais qu'il bossait à la boucherie nouvelle, chez une Libanaise qui s'appelait Loubna. Et il avait donné beaucoup de précisions près de l'ambassade de Palestine. Mais comme Nouakchott n'est pas une très grande ville, c'est une petite ville. Quand le compatriote m'a dit d'aller chercher le boulot, que c'est impossible d'aller en Algérie passant par ici, parce qu'en fait, sur la carte, vous voyez l'Algérie ici, le Fonds Polisario ici, Nouakchott ici, mais c'est sur la carte. Il n'y a pas de route. Donc, la route, c'est pas de ce côté-là. J'ai dit, ok. Je repense à Mamadou, et comme la boutique de mon compatriote là était juste sur l'axe central, un peu comme leur avenue Louise,
Et la boucherie nouvelle dont tu me parlais était juste là-bas. Voilà, c'est comme ça que je pousse la porte de cette boulangerie nouvelle-là et je postule. Mais, sauf qu'il m'avait dit que ce n'est pas là-bas qu'on cherchait quelqu'un. Hein. On cherchait quelqu'un plutôt à l'hôtel Alima parce que lui, il travaillait à la boucherie nouvelle le jour et le soir, il faisait le petit déjeuner américain au restaurant Alima. Et lui, il ne pouvait plus, il était trop fatigué, donc il voulait quelqu'un pour le remplacer. Voilà, donc je vais quand même chez Lubna. Lubna m'embauche. Voilà, c'est ce qui fait que lui et moi, on s'est retrouvés en train de travailler chez Lubna ensemble. Mais il m'a toujours, mais l'affaire là, à l'hôtel Alima tenait toujours. Mais par coup de chance, la RAM, la Royal Air Maroc, en 17 pardon, cherchait un hôtel à Nouakchott qui devrait livrer les repas, le petit déjeuner de vol. Donc ils ont lancé un concours, hein. Il y avait beaucoup d'hôtels. Il y avait l'hôtel, il y avait le Sava Novotel, il y avait l'hôtel Alima. Donc tous les pâtissiers de ces hôtels-là devraient préparer un petit déjeuner américain. Et le commandant de bord devait choisir. Donc, quand j'arrive à l'hôtel 2 jours avant, je suis arrivé à l'hôtel et ça tombait bien avec ce concours. Donc, quand je prépare, bon, ça a fait, bon, Madame Zoubeda, hein, elle s'appelait Zoubeda. Elle m'a testé, hein, aussi. Mais sauf que ce que j'ai fabriqué a été sélectionné par le commandant de la RAM. Donc, du coup, elle m'a embauché direct. Mais à Nouakchott, on paye bien. Hein. Le salaire que je gagnais à cette époque-là, c'était plus de 200 000. Je n'avais jamais gagné 200 000 au Cameroun. Maman, j'ai aussi gagné 45 000 à Chococho. Hein. Vous pensez que quoi? Il n'y a pas que vous qui avez gagné 45 000. Moi aussi, j'ai gagné 45 000 à Chococho. Et dans les 45 000, là, ma mère m'attendait. Elle attendait sa part. Waouh, la vie ici. Alors, est-ce que j'ai de la place ici? Hey Seigneur. Ouais, je suis venu trop tard, donc du coup, il n'y a plus de place. Fait doum. Putain. Et ici? Non, c'est trop court. Voilà, Contournata, vous voyez? Oh putain. Je dois contourner la maison. Donc, quand je remporte le concours, du coup, on m'embauche. Mais sauf que Lubna aussi voulait de moi. Voilà, donc j'ai chipoté avec ce Mamadou-là pendant. Voilà. Sauf que, comme lui devait partir de l'hôtel, hein, donc on a chipoté ensemble un moment. Et il est parti. Il est parti comme il m'avait dit à Abidjan. Donc du coup, je me suis retrouvé donc seul à l'hôtel. Et putain, il fallait voir ça. Je commençais à 8 h chez Lubna. D'accord? Et je finissais à midi. En Mauritanie, il y a la pause de midi. Non, à 13 h. Non, à midi, je crois. Et je revenais à 13h30 pour finir à 19 h. Ah, le travail de l'Afrique, hein, vous savez. En Afrique, on travaille seulement. On ne veut pas savoir combien d'heures. On veut seulement s'assurer qu'on a du boulot. Et le soir, à 23 h, je devais aller à l'hôtel préparer le petit déjeuner américain. Et à 6 h, le petit déjeuner américain devait être servi. Et il fallait que je dorme juste un peu comme ça pour être chez Lubna. Pour être chez Lubna à 8 h. Voilà. Et franchement, ça n'a pas été simple. Oh, je vais garer ici. Hein. Oh. Ça n'a pas été simple. Donc finalement,
bonne place. Je vais un peu rentrer comme ça. Voilà. Et voilà, c'est bien. Mais en tout cas, j'ai toujours été un bosseur. Hein. Ça, toujours. Et c'est toujours le blé. J'ai toujours gardé ma vie en faisant des gâteaux. Ah oui. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez? Allez, sur ce, à demain. On a beaucoup parlé aujourd'hui. Hein. Je n'aime pas parler de moi. Et oui, c'est vrai qu'après ça, je me suis installé un peu à Nouakchott. J'ai même eu un chien qui s'appelait Solaïka. Et un chat qui s'appelait Charlotte d'ailleurs. Hein. Un chat que j'ai hérité. Hein. C'était la chatte d'une amie qui s'appelait Bintou. Voilà, Bintou. Elle vivait avec un expatrié canadien. Et comme elle rentrait au Canada, elle m'a donc confié Charlotte. Donc, bref, la suite, un autre jour, étape par étape. Allez, sur ce, à tout à l'heure, mes chéris. En passant, la personne qui est venue m'insulter là, je ne suis pas en guerre avec ma femme là. D'accord? Je suis pas, c'est pas la concurrence avec ma femme. Je ne suis pas en concurrence avec ma femme là. D'accord? Je ne suis pas en concurrence avec ma femme là. Ma femme là, c'est une femme. Est-ce qu'une femme a, la femme a, c'est normal que la femme ait plus de visibilité que l'homme. Hein? Oui, d'accord. Et qui est le sac. Pourquoi? Parce que on vient aussi voir ses nichons. Hein? Hein? On a vu sa plaque l'autre jour. Le fombo. Ah là là. Alors là, je vais dormir un peu tard ce soir. Parce que quand je dors tôt, je me réveille tôt. Hier, j'étais au lit très tôt. Du coup, je me suis à 3 heures, j'étais debout. Donc, quand j'ai trouvé Mathé en live. Quand je me suis réveillé, elle disait, elle était en train de prendre congé de nous. Allez, j'ai garé loin. Hein. Allez, peut-être un peu. J'ai garé très loin de la maison. Bon, pas loin, c'est aussi mon ancienne adresse. La rue des Corses où j'habitais avant.